1300 caméras de surveillance couvrent les 403 salles du musée. Près de 9 millions de visiteurs franchissent ses portes chaque année. Je m'appelle Hélène Ciolino et je suis journaliste depuis des années. Je dis toujours aux gens qui viennent à Paris de ne jamais aller au Louvre avec le ventre vide et la vessie pleine, parce que la nourriture laisse à désirer et il faut marcher des kilomètres avant de trouver des toilettes. Il y a plus de 400 salles. Pour les visiter toutes, il faut parcourir plus de 15 kilomètres. Il vaut mieux être bien préparé. À 9 h, le Louvre ouvre ses portes au public. Je m'appelle Frédéric Serrier, je suis agent de sécurité au Louvre. À 9 h, j'accueillais les visiteurs et je contrôlais les billets. J'adore travailler le dimanche, l'ambiance est beaucoup plus calme. Je reconnais que je n'avais pas spécialement envie d'être là. Mais bon, tout allait bien. Je m'appelle Jake Barker. Et moi, Holly Barker, et je viens d'Indianapolis, dans l'Indiana. C'était la journée idéale pour visiter un musée. Il pleuvait, le ciel était couvert. Je voulais être dans les premiers de la file. On était les troisièmes parmi une centaine de visiteurs. On a commencé par la Joconde. L'étape suivante, c'était la galerie d'Apollon. C'est une salle qui est souvent négligée, une sorte de galerie des glaces miniature qui rappelle Versailles. Elle a été construite par Louis XIV. Il voulait bâtir une magnifique salle couverte de dorures à la gloire d'Apollon. C'est tout simplement le plus bel écrin à bijoux du monde. Depuis plus d'un siècle, la galerie d'Apollon abrite les derniers joyaux de la couronne de France. Je m'appelle Carol Woolton. Je suis spécialiste en joaillerie. Ces joyaux sont l'incarnation même de l'identité, de la culture et de l'histoire de la monarchie française. Ce sont des pièces d'une importance capitale. Leur valeur? Pour moi, ils valent les diamants qu'il y a dessus. Mais pour la France, ils valent bien plus. Je m'appelle David Desclos. Je suis un ancien bandit. À 9h32, je me souviens avoir pris une photo de la galerie d'Apollon. C'est une superbe salle, avec des peintures aux couleurs intenses, bleu, rouge. Et au centre de la pièce se trouvent de magnifiques vitrines qui renferment des objets royaux très précieux. Devant les fenêtres de la galerie, un camion s'est arrêté. 4 hommes déguisés en ouvriers installent des plots de chantier sur le trottoir. Il y a des ouvriers en permanence au Louvre, aussi bien à l'intérieur que devant le musée. Je pense qu'ils ont essayé de se fondre au milieu des travaux qui avaient lieu au Louvre à ce moment-là. Ils portaient des gilets de chantier. Ils s'inquiètent pas, même si c'est un dimanche, les gens se disent c'est des travailleurs et ils se la donnent pas. Les gens ne voient pas. Il y a 4 types et un camion, mais personne ne se doute de rien. Les gens n'y prêtent pas attention. Le camion est équipé d'une échelle mécanique que les faux ouvriers déploient jusqu'au balcon du premier étage, sans que personne à l'intérieur ne les voie. La seule caméra de surveillance du secteur était dirigée ailleurs. Elle n'était pas pointée vers le balcon. Le casse a commencé, en plein jour. Une fois que c'est lancé, on peut plus s'arrêter. Tu dois y aller. Donc, même s'il y a l'adrénaline, le trac, le culot et l'audace prend le dessus. On se dit, allez, c'est parti. On ressent une montée d'adrénaline. À ce moment-là, je ne pense pas au risque de se faire attraper, ni même au butin. Je suis juste en train d'espérer que mes gars vont assurer. C'est un groupe qui doit être comme ça. C'est un groupe de gangsters qui doit vraiment se soutenir et avoir confiance en eux. Est-ce que les mecs de mon équipe vont être capables de gérer la pression? 2 hommes montent au balcon pendant que 2 complices attendent en bas sur des scooters. Ce n'est pas inhabituel de voir des gens grimper sur la façade du Louvre. Les positions très importantes sont sur les 2 hommes en scooter en bas, qui doivent rester sans paniquer parce qu'eux, ils ne voient pas ce qui se passe là-haut. Et eux, là-haut, ils comptent sur ceux qui sont en bas. Les hommes sur le balcon se préparent à briser la fenêtre. Là, ça va être le coup qui va me faire
être riche, plein d'espoir et on espère que tout va bien se passer. Et on fonce. Dans la galerie d'Apollon, personne ne se doute de rien. Je me rappelle très bien avoir admiré ce collier d'émeraude qui appartenait à la deuxième épouse de Napoléon. Je le trouvais magnifique. On était entré dans la galerie à 9h32 et 2 minutes plus tard, j'avais déjà bien avancé dans ce long couloir. Jake, lui, était toujours devant la vitrine située au milieu de la pièce. Je me souviens même d'avoir pris en photo la coupe en forme de licorne sirène. Il était 9h33. On a entendu plusieurs bruits retentissants qui venaient de la fenêtre la plus éloignée de l'entrée. Tout le monde s'est figé et s'est tourné vers la fenêtre du balcon. Quelqu'un essayait d'entrer. On sentait les murs vibrer. Je n'ai jamais vécu une intrusion à mon domicile, mais ça doit ressembler à ça. Et ce qui nous a glacé le sang à tous, c'est d'entendre le bruit très reconnaissable d'une disqueuse en train de découper du verre. Leur priorité, c'était de découper la vitre. Ils étaient survoltés parce qu'ils savaient que le temps était compté. Quand tu fais un casse, tu sais précisément combien de temps tu as pour entrer et sortir. À la seconde où la lame touche le verre, l'alarme se déclenche. Qu'ils auront senti quand il y a eu les premières alarmes d'arrivée et s'imaginer si la police va venir. Encore une fois, ils ont tout misé sur la rapidité. On a reçu une alerte sur notre radio depuis la galerie d'Apollon. Le message disait « C'est une urgence, il y a des intrus sur le site ». Alors, je me suis mis à courir comme jamais. Les visiteurs qui m'ont vu passer ont dû se dire « Ça doit être sérieux ». Dans la galerie d'Apollon, c'est la panique. En tant qu'enseignante, j'ai participé à des simulations de fusillade. L'agent a demandé à tout le monde de sortir. J'avais l'impression d'être prise dans un attentat, mais je me demandais pourquoi je n'entendais pas de coups de feu. C'était la seule chose que j'avais en tête. On avait peur, on était terrifiés. On pensait que nos vies étaient en danger. On s'est agrippé par le bras et on a couru vers l'entrée. On ne savait pas qui allait surgir par la fenêtre et on ne voulait pas rester là. « 30 minutes après l'ouverture, 2 hommes masqués munis de disqueuses pénètrent dans le plus grand musée du monde, le Louvre. Des images filmées par un téléphone montrent des touristes affolés, en train de fuir les lieux de l'effraction au premier étage. On nous a ordonné de courir, et c'est ce qu'on a fait. On s'est pris la main et on est sorti de la pièce. Dans la galerie d'Apollon, les intrus brandissent leurs outils comme des armes pour intimider les gardiens. Les agents de sécurité du Louvre ne sont pas armés, et ce n'est pas leur rôle d'affronter des individus. Ils ne sont pas formés pour intervenir en cas de cambriolage. On ne peut pas se battre contre qui que ce soit. On n'est pas des policiers. Ça ne fait pas partie de notre travail de faire face à des criminels. Aucun agent n'était armé. Je trouve ça complètement sidérant. J'ai vu un employé du Louvre tirer une sorte de grille métallique pour fermer l'accès à la galerie d'Apollon. Je me souviens qu'il avait l'air paniqué. Un message d'alerte est envoyé par radio à tous les agents de sécurité du Louvre. J'ai entendu une voix paniquée dire quelque chose comme « Il y a des intrus dans le musée. Des individus sont entrés par la fenêtre. » Beaucoup de gens se demandaient s'il s'agissait d'un attentat terroriste. C'était terrifiant d'entendre ça.
Dans la galerie d'Apollon, tous les mouvements des voleurs sont filmés par les caméras de surveillance. En dehors de la police, seule une poignée de personnes ont vu ces images, dont le journaliste Jean-Michel Descugis. Alors, je ne peux pas vous raconter où et comment, mais j'étais avec plusieurs personnes et on m'a montré la vidéo du casse. On voit ce braqueur courir directement sur la vitrine. Ensuite, il y a le deuxième braqueur qui a un casque gris, mais lui, il va y aller en marchant dans l'autre vitrine. Les voleurs s'attaquent aux deux vitrines simultanément avec leurs disqueuses. À l'intérieur se trouvent les joyaux de la couronne de France, dont 2 colliers de diamants, un diadème de perles et une couronne vieille de 170 ans, sertie de plus de 1000 diamants. Leur valeur estimée, environ 88 millions d'euros. Ils avaient bien préparé leur coup. Ils savaient exactement quelle vitrine cibler. Les voleurs découpent le verre blindé, spécialement conçu pour résister aux balles. Le plexiglas qui protège ces vitrines peut résister à des centaines de coups de marteau. Et il est aussi pare-balles. Mais ce verre a délibérément été conçu avec un point faible. Au Louvre, il y a un manuel qui explique qu'en cas d'urgence, la seule façon d'ouvrir ces vitrines, c'est d'utiliser une disqueuse. Ça pourrait donc laisser penser qu'une personne interne au musée pourrait être impliquée. Comment savait-il qu'il fallait utiliser une disqueuse? C'est une question essentielle. Ça a été un bon choix, la disqueuse. Pour savoir que quand il y a le go, il faut aller vite. Pourtant, un imprévu survient. Ils vont avoir beaucoup de mal à percer les vitrines. Ils y vont avec le coude, l'épaule, bam, ils envoient les grands coups dans la vitrine. Et ça, c'est impressionnant. Les voleurs s'acharnent sur les vitrines depuis environ 1 minute quand la direction du Louvre alerte la préfecture de police de Paris. Pressé par le temps, le commando doit s'emparer du butin et s'enfuir le plus vite possible. Ne pouvant pas intervenir, les agents de sécurité collectent des preuves en les filmant discrètement. Ils continuent à travailler sur les vitrines, alors que derrière, il y a les agents de sécurité, les gardiens, ils osent pas vraiment. Cela fait bientôt 2 minutes que les voleurs sont entrés dans la galerie. Mais ils ne sont toujours pas venus à bout du verre qui protège les bijoux. À ce stade, ils ont dû se dire qu'ils étaient sur place depuis un peu trop longtemps. Ils ont donc accéléré le rythme, probablement sous l'effet de la panique. La panique peut être là, parce que ces 3-4 minutes pour toi, elles te paraissent des heures. Paniquer et perdre ses moyens est la pire des choses qui puissent arriver pendant un casse. C'est difficile de garder son sang-froid. Le commissariat le plus proche est à moins d'1 kilomètre. Les forces de l'ordre seront bientôt sur place. Les voleurs se montrent de plus en plus agités. On en voit celui qui a le gilet jaune, il va donner des grands coups de coude pour essayer de briser la vitrine. Après avoir travaillé avec la disqueuse, il envoie des grands coups de coude. Après plus de 2 minutes, la force brute finit par payer. Il arrive à faire un trou et il passe sa main. On voit sa main passer dans le trou de la vitre et ramasser les bijoux. Et là, il a une espèce de banane autour du cou et il met les bijoux comme ça. Mais le casse n'est pas terminé. Et ensuite, il y a le deuxième cambrioleur qui est sur l'autre vitrine et lui qui a du mal, beaucoup plus de mal, il n'arrive pas à briser la vitrine. Et le gilet jaune va l'aider. Et ils vont arriver à faire une petite fente en bas de la vitrine et ils vont passer la main
comme ça, et ils vont récupérer quelques bijoux qu'ils vont aussi mettre dans la banane autour. Normalement, on ne range jamais plusieurs bijoux dans le même sac, parce que les diamants peuvent se rayer entre eux. Mais ils les ont tous balancés ensemble. Il leur a fallu à peine 3 minutes pour briser les vitrines et rafler les bijoux. L'arrivée de la police est imminente et les voleurs abordent l'étape la plus dangereuse de toute l'opération. La fuite. Le casse avait été préparé minutieusement, mais ils ont commis une erreur au moment de s'enfuir. Ils vont partir en courant avec les bijoux et ils vont faire tomber des bijoux par terre. Et donc il y en a un qui va les ramasser et ensuite ils vont partir en courant et ressortir par le même endroit, par la fenêtre. Pourquoi est-ce que ces types ont commencé à paniquer une fois les bijoux en main? Sans doute parce qu'ils étaient surexcités et ne pensaient pas qu'ils allaient réussir. Un témoin filme leur fuite spectaculaire avec son téléphone. Ils paniquaient. Ils regardaient de tous les côtés pour savoir par où s'enfuir. Dans la rue, environ 6 mètres plus bas, 2 complices les attendent sur des scooters, prêts à s'enfuir. La police. Les voleurs les rejoignent et ils filent à toute allure dans la circulation matinale. Que s'est-il passé? Comment est-ce possible? On s'est fait voler les joyaux. En 8 minutes, 4 voleurs audacieux ont réussi à pénétrer dans le Louvre et à s'emparer des trésors les plus précieux de la nation. Un casse qui restera dans les annales. Holly pourrait bien être la dernière personne à les avoir vus. Je ne pensais pas qu'ils allaient repartir avec autant de bijoux. C'est absolument scandaleux. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. À peine 4 minutes après leur intrusion au Louvre, les voleurs s'enfuient. Ils devaient quitter les lieux le plus vite possible. Les scooters très rapides, c'est ce qu'il y a de mieux ça se fond dans la circulation, pas d'embouteillage, c'est rapide, efficace. Dans ce climat de panique, la sécurité accourt sur place. La première chose que j'ai remarquée, c'était le camion et l'essence répandus sur le sol. L'odeur de l'essence était à peine supportable. Ça semblait évident qu'ils avaient prévu de brûler les preuves. Ils avaient tout laissé sur place. Des disqueuses, un casque et un tapis qui avait été imbibé d'essence. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on arrive aussi vite. Et ils n'ont pas pu brûler les preuves à temps. Mais au milieu des débris se trouve une lueur d'espoir. Sous le balcon, j'ai repéré quelque chose qui scintillait. La couronne a été fabriquée pour l'impératrice Eugénie. Elle est sertie de plus de 1000 diamants et d'une 50aine d'émeraudes. C'est une pièce unique, un morceau de l'histoire de France. C'était réconfortant d'avoir retrouvé la couronne d'Eugénie. La course était lancée. C'était normal qu'ils paniquent. Mais même sans la couronne, en seulement 8 minutes, les voleurs sont repartis avec 8 bijoux d'une valeur inestimable. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris la gravité de la situation. Mais les voleurs n'ont pas laissé que la couronne derrière eux. Ce sont les traces ADN qui parlent, et puis lorsque ces traces ADN sont recueillies, eh bien, on les compare. S'il y a bien un domaine où les Français excellent, c'est l'analyse ADN. Les enquêteurs français ont relevé 150 échantillons en lien avec ce crime. Ils pensaient s'en tirer après avoir laissé leur ADN partout. C'est à ça qu'on voit que ce ne sont pas des pros. Tu montes pas sur un coup comme ça sans extincteur, pour l'ADN et les empreintes. Une fois qu'on avait fini, extincteur. Bah, ils peuvent pas incendier, ils laissent l'ADN et voilà.
Tout ça, il manquait un niveau, il manquait un petit niveau au niveau de la préparation. Quelques instants après le déclenchement de l'alarme, une équipe d'experts est mobilisée pour retrouver les auteurs du crime. Ils ne récupéreront pas les bijoux tant qu'ils n'auront pas arrêté les responsables. La police française prend l'affaire très au sérieux. Plus de 100 enquêteurs ont été mobilisés et Interpol a été saisi. L'enquête a été confiée à la BRB, la Brigade de répression du banditisme, une unité d'élite. Ce sont de vrais limiers. Ils quadrillent le terrain et débusquent les criminels. Une fois qu'ils ont l'ADN, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne procèdent à une arrestation. Je suis convaincu que moins de 48 heures après les faits, la police connaissait déjà l'identité des suspects. C'est sûr qu'à partir du moment où les gens sont identifiés, il y a deux solutions. Soit on va les arrêter tout de suite, ou soit on les surveille. Et donc c'est l'option qui a été prise parce que en les surveillant, on pouvait voir les relations qu'ils avaient et essayer de trouver l'ensemble. Les heures deviennent des jours. Les enquêteurs travaillent sans relâche pour surveiller et identifier les suspects. Ils vont les filer et les surveiller, au point de connaître toute leur vie. À chaque minute qui passe, le risque augmente. Il y a la crainte, le risque, c'est que effectivement les bijoux soient partis très vite à l'étranger. Les policiers ne devaient surtout pas laisser les suspects quitter le pays et sortir de leur zone de contrôle. 6 jours après le casse, le travail de surveillance des enquêteurs les mène directement à l'aéroport. En mettant sur écoute la famille, les proches, etc., ils ont su qu'il y en a un suspect qui était algérien, qui allait partir en Algérie, et ils l'ont interpellé à l'aéroport au moment où il allait embarquer sans aller-retour. Se présenter à un aéroport avec les contrôles de sécurité que ça implique était une erreur de débutant. « 40 minutes plus tard, la police procède à une interpellation dans la banlieue parisienne. Aubervilliers, c'est une ville très pauvre et un quartier qui est spécialisé où beaucoup de voleurs qui sont de là. Ils ne vivaient pas dans un quartier huppé, c'était des mecs de la rue, comme moi. Ces quartiers situés en périphérie de Paris sont souvent qualifiés de banlieues sensibles. Et apparemment, les suspects interpellés par la police étaient considérés comme des petits délinquants, des voyous de bas étage. Ce ne sont pas des pros, ce sont des voleurs. Et ils ont un sacré cran, mais ce ne sont pas des professionnels. C'est ça qui rend encore plus mystérieux et incroyable l'histoire. C'est que ce cambriolage hors norme, spectaculaire, ait pu être commis par de petites mains. C'étaient des amateurs, mais ils avaient quand même atteint leur objectif en repartant avec les bijoux. Ils avaient donc réussi leur coup. Le temps presse et les deux suspects sont placés en garde à vue. La police les a interrogés et ils ont reconnu une partie des faits. T'as pas le choix que d'avouer « oui, j'y étais ». Parce que l'ADN est là. Les deux ont reconnu partiellement avoir participé au cambriolage. Mais ils ont dit que c'était sur commande. Les preuves s'accumulent et la police resserre l'étau autour des autres suspects. Quatre jours après leur premier coup de filet, la police mène une série de descentes et arrête 4 autres suspects lors d'un match de football. Le fait qu'ils aient été arrêtés pendant un match montre qu'ils se sentaient suffisamment en confiance pour croire qu'ils allaient s'en tirer. Et pour moi, ça prouve surtout qu'ils n'avaient pas peur de la police française. Sur les 5 individus interpellés lors de cette nouvelle vague d'arrestations, 2 ont été mis en examen pour association de malfaiteurs et vol. Ils se connaissaient bien. Ils faisaient partie de la même équipe. J'ai un ami qui les connaît, qui en connaît 2, les suspects, et qui m'a dit
Il pense, les deux qu'il connaissait, ils étaient rentrés dans tout ça, c'était parce qu'ils étaient désespérés, problème d'argent. C'est on ne peut plus simple. Ces pierres valent de l'argent. Les criminels sont prêts à voler n'importe quel objet de valeur, sans aucun égard pour sa portée culturelle ou son importance pour la France et pour le monde. Je ne vais pas me dire, oh non, on ne va pas prendre cette couronne. Elle appartenait à la femme de Napoléon. J'en ai rien à foutre de la femme de Napoléon. Ce sont les diamants qui m'intéressent. 3 des 4 auteurs présumés sont désormais en détention. Une femme soupçonnée d'être leur complice a été libérée sous contrôle judiciaire. Mais si les suspects ne sont que des exécutants, comme ils l'affirment, une question essentielle demeure. C'est la question à 88 millions d'euros. Où est le cerveau de l'opération ? Je n'avais jamais rien vu de tel. Y avait-il un tueur à gages? Il avait bien quelques ennemis. Tout est lié. Ce qu'il s'est passé était tellement choquant que les enquêteurs n'en revenaient pas. Un mécano. La femme de ménage. Petit ami. Une complicité interne. C'est comme si on était dans Cluedo. On ne cherchait qu'à savoir une chose. Qui a payé le tueur? À partir du lundi 16 février, sur Haïdi. Un cœur de lion, ça se partage. Avec ceux avec qui vous parlez de tout, et surtout de rien. Du cœur de lion, des copains. C'est tout. Nouvelle tranche crémeuse cœur de lion. Délicieusement crémeuse et tellement... Wow. Laver les dents, on sait faire. Nettoyer toute la bouche... Bah oui, on est des brosses à dents, pas des brosses à bouche. Listerine complète le brossage pour un pouvoir nettoyant 5 fois plus fort avec des huiles essentielles à l'efficacité cliniquement prouvée. Listerine, pour une bouche plus saine. Deviens membre maintenant et profite de 5 semaines offertes. Vite, demain c'est le dernier jour. Rejoins le club où tu te retrouves. Basic Fit. À chaque période, c'est incontournable. Et c'est tant mieux, parce qu'avec les nouvelles catégories Vinted, vous pouvez acheter toutes sortes d'articles. Pour votre période tout en double. Votre période mi-blanche. Votre période paparazzi. De la mode enfant au livre à la déco, dénichez de bonnes affaires. Et faites place au renouveau. Vous le voulez? Achetez-le sur Vinted. Si vous avez soif... Merci. Vous avez besoin de rien d'autre... Conception, livraison, installation, tous nos services sur Ikea.fr. Ah, le Saint-Moret, si frais, si fondant. Saint-Moret, quoi de meilleur que son goût primeur? Et découvrez Saint-Moret léger pour un plaisir 2 fois plus léger. The Canada-Russia final showcasing the 2 most talked about prospects in the world. Shane Hollander, I wanted to introduce myself. You're an awesome player to watch. Yes. Are there any gay hockey players? None that have said it publicly. This is such a bad idea. What this? You're not gonna tell anyone about this, are you? Byron était directeur de pompe funèbre. C'était plus qu'un travail. Byron avait un côté plus sombre que les gens ne connaissaient pas. C'est étrange. Cette histoire parle de sexe. Il mangeait une tourte à la dinde en regardant un film porno. Il y a de l'argent, des intrigues. Qu'était devenu Lord Byron? Qui a tué Byron Griffith? C'est la question à 1 million. C'est un vrai polar. Qui a tué le croque-mort? À partir du dimanche 15 février, sur Haïdi.
Des voleurs ont réussi un casse dans l'un des musées les plus prestigieux au monde. Mais il semblerait que le cerveau de l'opération court toujours. Le cerveau, il est... on ne sait où. En tout cas, il n'est pas encore arrêté. J'imagine qu'il doit être convaincu d'avoir réussi son coup et d'être passé entre les mailles du filet. Alors que la police traque sans relâche les auteurs, Jean-Michel Descugis révèle au grand jour l'identité de l'un des suspects, placé en garde à vue. Son surnom, c'était Doudou Cross Béthune, ou la légende du cross. Il a quitté l'école en 4e et il est tombé dans la délinquance. Et il faisait beaucoup de vidéos qui étaient très très regardées à l'époque. On parle d'un individu qui adore frimer sur les réseaux sociaux. Donc ça ne m'étonne pas vraiment qu'il ait eu l'audace de s'attaquer au Louvre. Je ne sais pas s'il a fait ça pour fanfaronner, mais son ego risque de lui valoir un séjour en prison. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Mais la police se heurte toujours à une question essentielle. Le seul suspect qu'ils n'ont pas encore arrêté pourrait détenir les bijoux. Allô? Allô? Où sont les bijoux? La police doit maintenant convaincre les suspects de dénoncer leur chef. Le premier qui se mettra à table en tirera les bénéfices. La police est donc probablement en train de les monter les uns contre les autres pour voir qui coopérera en premier. Et moins tu en dis, c'est la règle. Tu dois en dire le moins possible. Parce que tu as cette mentalité de ne pas parler. Tu as été choisi pour ça. La parole d'un gangster, c'est ça. La police française ne peut garder les suspects en garde à vue que pendant 96 heures. Et ce temps est presque écoulé. Les enquêteurs, ils travaillent sur deux hypothèses. La piste de la criminalité organisée et la piste du trafic, du réseau de trafic d'œuvres d'art. Je suis convaincu que les policiers parisiens finiront par arrêter tous les auteurs du crime. Mais je pense qu'ils ne le feront pas à temps pour récupérer les bijoux. Pour les autorités françaises, ce casse va bien au-delà de la valeur marchande des bijoux. C'est l'âme de la nation qui a été attaquée. Ces pièces historiques ont une portée symbolique énorme. Elles font partie du tissu culturel français. Plus de 2 siècles après la chute de la monarchie française, les derniers vestiges de son histoire ont été volés. En 1887, la France a vendu 77 000 joyaux de la couronne. Charles Tiffany en a acheté un tiers et a revendu la plupart à des Américaines fortunées. Depuis, le Louvre essaye de les racheter. Les joyaux de la couronne sont trop célèbres pour être revendus au marché noir. Je pense qu'ils ont ciblé les bijoux les plus précieux, ceux qu'ils pouvaient revendre. La vraie difficulté quand on vole une œuvre d'art, ce n'est pas le casse en lui-même, mais comment la revendre ensuite. La plupart du temps, les voleurs écoulent les bijoux via un reseller qui sait très bien qu'ils ont été volés. Il les achète pour une bouchée de pain et les revend ensuite. Ils ont pris les pièces les plus clinquantes, qui étaient plus faciles à voler et à revendre avec leurs diamants de petite taille. Les voleurs devraient toujours se demander s'ils vont pouvoir revendre leur butin. Et à qui? Et en l'occurrence, là c'est impossible. Aucun professionnel respectable ne prendrait ce risque. N'importe qui préviendrait les autorités. Ils pourraient les enterrer n'importe où, puis les déterrer 25 ou 30 ans plus tard. Attendre quelques années, le temps que la pression retombe. On ne peut pas faire ça avec des billets parce qu'ils pourrissent. Les enquêteurs s'engagent dans une course contre la montre pour éviter la pire issue possible. Pour un voleur, retirer les pierres des bijoux présente 2 avantages. Ça fait disparaître les preuves et ça permet de récupérer de l'argent plus rapidement. Ils vont enlever les diamants de leur monture pour les écouler séparément, puis fondre les métaux précieux et les revendre au poids. Mais démanteler des pièces aussi uniques requiert un savoir-faire propre au grand banditisme. Le diadème comporte des saphirs de Ceylan d'une qualité remarquable et près de 3000 diamants. Une fois que vous avez réussi à sortir les bijoux de France, ce n'est pas très compliqué d'aller à Tel Aviv, à Anvers ou même en Inde et de trouver des experts en joaillerie qui peuvent retailler ces pierres.
Un joaillier expérimenté est capable de retirer des pierres de leur monture très facilement et en un rien de temps. Malheureusement, il y aura toujours des joailliers véreux, prêts à fermer les yeux sans poser trop de questions. Mais il y a une autre possibilité. Ils ont gardé des bijoux et les ont cachés quelque part pour s'en servir comme monnaie d'échange. S'ils ne trouvent pas d'acheteurs, ils peuvent garder les bijoux. Et s'ils sont arrêtés, ils peuvent s'en servir comme levier pour négocier l'abandon des poursuites. Ces bijoux constitueraient une excellente monnaie d'échange. Mais ils ne veulent pas se faire attraper avec les bijoux en leur possession. Leur plan, c'est de s'enfuir avec, puis de les démanteler. 5 jours après le casse, sous escorte policière secrète, le Louvre transfère les bijoux restants dans un coffre souterrain. La Banque de France est un peu le Fort Knox français. C'est probablement l'endroit le plus sécurisé de toute l'administration française. Les voleurs ont ciblé le Louvre parce qu'ils pouvaient y entrer. C'est le cambriolage idéal pour un opportuniste. Tu repères une faille et tu l'exploites. Et quand l'occasion se présente, il y a 6 points à considérer pour réussir un casse. Le premier point, le lieu. La galerie d'Apollon est située dans un angle du musée du Louvre et donne sur une route fréquentée. Ce qui m'a étonné, c'est qu'un camion puisse venir se coller au bâtiment et stationner directement sous la fenêtre, sans distance de sécurité ni barrière. On parle pas d'un mec qui aurait joué les Spider-Man en escaladant la façade. La nacelle est montée directement à l'étage et ils n'ont eu qu'à enjamber le garde-corps. C'est une faille de sécurité. Il y a une grosse défaillance dans la sécurité, c'est que la caméra à l'extérieur du bâtiment ne couvre pas la fenêtre qui a été utilisée. Deuxième point, l'accès. Les joyaux de la couronne sont exposés près d'une fenêtre. L'ancien voleur David Desclos a repéré ce point faible il y a 5 ans, lorsqu'il a été invité dans la galerie d'Apollon pour enregistrer un podcast. Je dis, mais vous rigolez? Vous avez vu les fenêtres? Vos fenêtres, c'est du beurre. Ah, dit oui, mais il faudrait être culotté, audacieux pour passer par les fenêtres. Je dis, mais chez les voleurs, chez les gangsters, il y a ce culot, cette audace. Vous êtes irresponsable, vous vous rendez pas compte? Le troisième point, avoir des informations internes est un atout. J'ai une théorie sur ce qui s'est passé. Un des types sort avec une employée du Louvre qui lui explique qu'on peut y entrer facilement et qu'il n'y a presque pas de sécurité. Elle lui parle de la fenêtre avec le balcon, il raconte ça à ses potes et ils montent un plan ensemble. Ce sont des criminels, ils ont la mentalité qui va avec. Un membre supposé de l'équipe aurait eu accès à des renseignements internes en travaillant dans un musée situé à proximité. Quand on travaille dans un musée, les informations auxquelles on a accès restent quand même relativement basiques. Les auteurs du casse avaient l'air de connaître parfaitement les protocoles de sécurité. Le quatrième point, l'équipe. Une fois que l'opportunité est confirmée, ils montent une équipe regroupant toutes les compétences nécessaires. Il y a comme une espèce de casting. Les pilotes de scooter qui soient des bons pilotes, celui qui a la disqueuse qui a vraiment le poids, emploie chaque personne à son poste. Tu passes en revue le rôle de chacun, toi tu feras ça, toi tu feras ça, et tu leur fais répéter encore et encore jusqu'à ce qu'ils disent « c'est bon, j'ai pigé », et tu recommences. Le cinquième point, le plan. Une fois que l'équipe est constituée, ils repèrent les lieux pour élaborer le plan. On cherche les bijoux les plus riches, qui vont rapporter le plus. Pour les criminels, le patrimoine culturel n'a aucune valeur. Eux n'y voient que des bijoux, de l'or, des diamants, de l'argent. Ils ont dû aller au Louvre à plusieurs reprises pour faire le repérage. Il est intéressant de noter qu'ils n'ont pas pris la couronne de Louis XV. Les voleurs devaient savoir que les pierres dont elle est ornée sont fausses. Et le sixième point, le matériel. Un casse nécessite d'avoir le bon équipement. En fait, ça a été un bon choix, la disqueuse. Tu peux acheter ça dans n'importe quel magasin de bricolage. C'est un outil plutôt basique. Et bien sûr, t'es obligé de t'entraîner avant. Nous, on s'entraînait.
Par exemple, sur les coffres-forts, on avait des endroits où il y avait des vieux coffres-forts et on s'entraînait pour être rapide. Il ne leur reste désormais plus qu'à trouver comment accéder au balcon. Un entrepreneur avait proposé de louer la nacelle. Ils ont répondu à une petite annonce dans le site Le Bon Coin. Et 2 motards sont arrivés, cagoulés, et ils ont menacé le propriétaire de la nacelle et ils l'ont volée. Ils ont d'abord songé à la vendre pour se faire un peu d'argent. Puis leur est venue l'idée de l'utiliser pour atteindre le balcon qui donne sur la salle des joyaux. Ça a été le déclic. L'opération a été lancée. Ils ont le lieu, les informations internes, l'accès, l'équipe, le matériel et le plan. Le plus grand casse de notre époque est désormais lancé. C'était tout simplement magistral. Ce n'était pas non plus un coup de génie, mais leur plan était brillant. Le plan était bon, mais l'exécution, catastrophique. C'était un travail bâclé. Ils avaient un plan pour entrer, mais pour sortir, c'était une autre histoire. C'est quand même dommage d'être aussi bien organisé au début et de complètement foirer la fin. Le casse ne s'est pas déroulé exactement comme prévu. Des suspects ont été arrêtés, mais les bijoux, eux, sont toujours dans la nature. Si l'un des auteurs du crime regarde ce documentaire, j'ai un message pour lui. Rendez les bijoux. Que des voleurs s'attaquent au Louvre, c'était un véritable affront. Ça devrait être un avertissement pour tous les musées. Si le Louvre peut être dévalisé, aucun musée n'est à l'abri. Holly pourrait bien être la dernière personne à les avoir vus. Je trouve ça profondément triste qu'une pièce aussi historique ait été volée. Ces bijoux nous appartiennent. Pas à moi personnellement, mais à la nation tout entière. Et pour moi, c'est infiniment plus précieux que 88 millions d'euros. Où est le cerveau de l'opération? Il s'est volatilisé.